Pour démarrer un peu comme tout à l'heure sur quelques considérations avant de passer la parole à nos intervenants. Là, pour donner un peu de perspective internationale, le cabinet Capstan fait partie d'une alliance internationale qui s'appelle Ius Laboris, qui couvre 52 pays dans le monde. Et en préparation de cette journée, j'ai essayé je les ai interrogés sur l'existence ou non de dispositifs un peu similaires à la participation et l'intéressement. Bon, je m'attendais un peu à la réponse, je vous avoue, que j'allais obtenir. 35 pays m'ont répondu. Et il y a 2 pays dans lesquels il existe une forme de participation obligatoire ou une forme d'intéressement obligatoire. C'est le Mexique, vous l'aviez noté, et le Chili, qui sont les 2 seuls pays, en tout cas sur les 35 pour lesquels j'ai obtenu des réponses, qui ont un mécanisme obligatoire de partage d'une partie des résultats. Le Mexique, c'est 10% du bénéfice net avant impôt, avec un maximum de 3 mois de salaire et une répartition assez classique comme on la connaît, 50% en fonction des salaires, 50% en fonction de la durée de présence, des exonérations fiscales mais pas d'exonération sociale. Et le Chili, c'est 30% des bénéfices réalisés par l'entreprise, avec une déduction néanmoins de 10% des capitaux, et une répartition uniquement en fonction de la rémunération. Voilà, donc les 2 exceptions, enfin les 3 exceptions, la France, le Mexique et le Chili, qui ont des mécanismes obligatoires de partage des résultats. Alors, il existe des pays dans lesquels il y a des mécanismes volontaires, notamment avec des exonérations fiscales et ou sociales qui sont prévues, que ce soit l'Espagne, l'Italie, le Brésil, la Belgique ou encore la Slovénie, qui ont des mécanismes qui existent, mais qui sont purement facultatifs. Voilà. Alors, vous parliez de la formule de calcul de la participation. Alors effectivement, je crois que ça fait des années qu'on a ce débat sur la remise en cause de la formule de calcul de la participation. J'ai l'impression que personne n'a réussi à trouver finalement la formule magique. Donc on en reparle cette année encore une fois. Alors, je me tourne encore vers les praticiens de l'entreprise. Comment vous arrivez à communiquer sur la participation et à expliquer cette formule de la moitié des bénéfices moins 5% des capitaux propres multipliés par salaire sur valeur ajoutée? Comment vous y arrivez? À vrai dire, on ne communique pas vraiment sur la formule en elle-même. On communique plutôt sur les montants que ça donne. Non, moi je crois qu'on parle beaucoup effectivement, et Juliana l'a rappelé, de projets de modification de la formule de participation. Je crois qu'il y a quelque chose dont on peut quand même se saisir dans les entreprises, c'est la formule dérogatoire, qui permet finalement de mettre en place une formule qui peut aussi correspondre à l'entreprise. Alors, il faut respecter les plafonds, etc. Mais les plafonds sont quand même assez élevés. Donc, mais ça peut être une voie aussi à explorer. Et alors, comment faire le choix entre, finalement, plutôt toucher à l'intéressement ou alors faire une participation dérogatoire? Parce que finalement, les 2 pourraient remplir cet objectif. Oui, c'est juste. Mais justement, comme on disait tout à l'heure, l'intéressement, on peut vraiment créer quelque chose propre à l'entreprise, qui soit des indicateurs plus ponctuels, alors que la participation, c'est plutôt, je dirais, pas forcément changer la formule tous les ans ou tous les 3 ans. Emmanuel de Robien. Pour répondre très directement, j'ai jamais réussi à communiquer sur la participation. C'est beaucoup trop compliqué pour pouvoir expliquer ça de manière un tout petit peu pédagogique. C'est déjà un peu compliqué quand vous avez un accord d'intéressement d'expliquer ce que c'est que la notion de résultat d'exploitation. Si par exemple vous communiquez sur une progression du résultat d'exploitation entre l'année N et l'année N-1, c'est déjà, parce qu'il n'y a pas de culture financière en France, ou très peu, c'est déjà très compliqué de communiquer sur un indicateur très simple qui est le résultat d'exploitation, sur la formule elle-même vous parliez... La personne qui est là-bas parlait tout à l'heure de communication. Donc effectivement, comme Laurent, on communique sur le montant en disant bonne nouvelle, l'entreprise se porte bien, a progressé, donc vous aurez cette année une participation de temps. Et c'est pour ça que moi je comprends la démarche, la philosophie qui est de dire il y a une obligation dès lors que l'entreprise
a une bonne performance économique, il y a une obligation de reverser quelque chose de cette performance. Donc je comprends le schéma obligatoire qui effectivement c'est très sensiblement allégé. Par contre, je ne comprends pas pourquoi un mécanisme aussi compliqué continue aujourd'hui à survivre en l'état depuis maintenant de nombreuses décennies. Depuis 1967. Romain ? Oui, non, mais juste un mot pour dire que... Alors c'est peut-être un gros mot de parler de cette manière-là, mais c'est vrai que d'expérience, la participation dans l'entreprise, elle me semble plutôt être vécue comme une rente pour les collaborateurs, plutôt que comme un élément effectivement de motivation ou de performance, très probablement par le caractère obligatoire et par cette formule qui, bien qu'on puisse faire une formule dérogatoire, n'apporte pas autant de liberté et donc d'incitation et donc d'implication de la part des collaborateurs. Voilà, je pense que du côté de l'entreprise, quand on évoque la participation, alors pas tant vis-à-vis des collaborateurs, mais plutôt vis-à-vis des partenaires sociaux, on se pose, à mon avis, davantage la question de savoir sur quel périmètre on va la calculer, est-ce qu'on la calcule sur l'entreprise, sur le groupe, etc. Mais au fond, on n'évoque jamais la performance concrète de l'entreprise à l'occasion de négociations d'accords d'entreprise. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai quand on a de notre côté une discussion sur l'intéressement. Alors là, oui, les discussions sont beaucoup plus vives et j'allais dire presque plus intéressantes en fait. Oui, j'ajoute aussi quelque chose, et c'est un peu ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans les groupes internationaux. Pareil, le fait qu'il y ait une spécificité française, je trouve ça toujours délicat d'expliquer à nos clients américains en quoi, je prends l'exemple des clients américains, mais ça peut être d'autres, d'expliquer en quoi nous avons une spécificité française. Et ils ont une obligation en France particulière de mettre en place de la participation. Ensuite, lorsqu'il faut leur expliquer en anglais la formule de participation, ça se complique encore plus. Mais donc c'est là où je doute que la participation puisse permettre cette cohésion dans la rémunération qui est parfois recherchée par les groupes. Au contraire, elle peut être perçue comme, effectivement, pour des groupes dont la société mère est à l'étranger, comme une contrainte davantage. Est-ce que je me tourne vers les uns et les autres? Est-ce que vous avez aussi eu l'expérience qu'on connaît parfois, c'est-à-dire de salariés qui sont habitués à toucher peu ou prou le même montant de participation ou plus ou moins quelques pourcents par an et finalement un jour il arrive une opération de cession, une opération de fusion, un versement de dividendes aux actionnaires qui va impacter les capitaux propres. Alors ça et qui peut entraîner une diminution de la participation et là d'un coup la participation se met à avoir beaucoup d'intérêt pratique et avec des demandes de compensation. Donc est-ce que ça, vous avez eu aussi à faire face à ce type de situation? Non, là-dessus, il y a une forme de fatalisme. C'est-à-dire que comme personne ne comprend rien, on explique et on dit ça a été, les comptes sont validés par le commissaire aux comptes, etc. Donc on explique que cette année, il n'y a pas de participation parce que les résultats de l'entreprise ne le permettent pas. On est cru parce qu'effectivement, il y a une formule quand même qui est légale, qui est officielle. Il y a une validation des comptes par le commissaire aux comptes. Et donc, quelque part, les syndicats, les premiers, on peut être tenté de leur dire, mais si vous ne nous faites pas confiance, vérifiez. Et en général, la discussion va s'arrêter assez rapidement parce qu'on est dans un schéma qui est un petit peu opaque. En fait, moi, par rapport au débat qu'on a là actuellement, je pense que tous les outils dont on parle sont des outils de mobilisation. Et je vais enfoncer une porte ouverte, mais quand on est dans une entreprise, quand on est directeur des ressources humaines, directeur de la relation sociale, peu importe, quand on doit créer quelque chose qui va générer de l'attractivité, de la fidélisation, le maître mot, c'est la mobilisation. Et moi, il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est mobiliser autour de quelque chose que je ne sais pas expliquer. Voilà, j'y arrive pas. Et je pense qu'on est nombreux. Mêmes affres qu'Emmanuel. À la différence près, c'est que les miens savent calculer parce que ce sont des ingénieurs. Donc dès qu'il y a une baisse, il faut l'expliquer. Et c'est quand même complexe. Oui, alors moi j'ai déjà eu des expériences effectivement d'externalisation d'activités, par exemple, un grand groupe très profitable qui avait l'habitude de verser des montants de participation assez importants aux salariés, qui décide d'externaliser une activité auprès d'un prestataire logistique et avec des salariés qui se retrouvent salariés d'une entreprise, donc il y a une politique, ou en tout cas qui est beaucoup moins
profitable et qui du coup a des montants de participation beaucoup moins élevés. Et là, ça suscitait des vraies revendications sur la compensation, sur une forme de compensation, en disant vous décidez d'externaliser cette activité. Cette externalisation va entraîner, outre des changements de conditions de travail, éventuellement des changements de lieu de travail, etc., une diminution importante de notre package de rémunération. Donc on veut... Quelle forme de compensation vous proposez? Est-ce que c'est une prime de transfert? Est-ce que le nouvel employeur va être amené à prendre des engagements, va lui demander de prendre des engagements, de verser ou de mettre en place une certaine forme de compensation? Et puis inversement, on a vu des groupes qui se séparent d'activités très profitables. Le groupe fait des bénéfices très importants sur cette opération de cession, mais l'opération de cession va avoir pour impact d'entraîner une diminution durable de la participation parce qu'on s'est séparé d'une pépite qui a rapporté beaucoup d'argent. Et là, la participation dérogatoire peut venir effectivement permettre d'aménager la formule pour neutraliser l'impact de cette opération de cession. Je parlais tout à l'heure de distribution de dividendes aussi. On peut imaginer que les distributions de dividendes qui vont impacter les capitaux propres peuvent avoir des impacts aussi sur la participation. Donc il y a toutes ces formes aussi d'aménagement qu'on peut mettre en place. Et de manière générale, en tout cas de ma propre expérience, on voit très peu ces sujets au stade du contentieux. Au stade du contentieux, on voit peu les sujets intéressement, participation. Finalement, dans le contentieux individuel avec le salarié, il est assez rare qu'après son licenciement, ils viennent dire si jamais j'avais pas été licencié, enfin, vous voyez, vous m'avez privé d'une part de participation, d'intéressement. Ce qui est vrai, en revanche, je le vois, sur les plans, encore une fois, de stock, de RSU, où là, on va nous dire vous m'avez licencié et donc vous m'avez privé de la possibilité d'exercer mes actions alors que le cours de l'action augmente et voilà ce que j'aurais pu obtenir. Merci de le compenser. Voilà, ce sont des sujets qu'on voit peu, en tout cas côté intéressement, participation au stade du contentieux. Oui, les contentieux sont plutôt des contentieux administratifs, d'ailleurs, sur... Exactement. Oui, alors on a effectivement un arrêt assez qui a fait parler de lui, qui est l'arrêt Wolter Clovers, sur effectivement qui a réaffirmé, où la Cour de cassation a réaffirmé que l'attestation et la validation par les commissaires aux comptes finalement fait foi et ne permettent pas finalement, alors à l'époque au comité d'entreprise, de remettre en cause le calcul de la participation, puisque là, je crois que c'était à l'occasion d'une opération de scission de la société en plusieurs branches. Comment ? Ah, c'était une fusion, pardon. Donc c'était... D'accord. Donc je crois que c'est effectivement cette opération de fusion qui avait eu un impact sur la participation et dont le comité d'entreprise... Il y a eu un jeu de mécanismes financiers intracommunautaires qui a donc impacté le financement et qui a posé de nombreux problèmes juridiques après. Voilà. Mais qui a donné effectivement à la Cour de cassation l'occasion de préciser, en remettant en cause l'arrêt qui avait été rendu par la Cour d'appel, considérant qu'à partir du moment où les commissaires aux comptes avaient établi une attestation, avaient validé les comptes de l'exercice, eh bien, le comité d'entreprise ne pouvait pas remettre en cause le montant des résultats en prétendant qu'il s'agissait finalement d'une fraude. Je crois que ça, fait partie des quelques arrêts qui existent, et un très récent, puisqu'il date du 19 octobre 2022, là où il s'agissait d'une succursale française d'une société étrangère. Et effectivement, pour les succursales, la question du calcul des capitaux propres n'est absolument pas réglée par le Code du travail. Et donc, les parties à l'accord s'étaient mis d'accord sur une formule de calcul des capitaux propres pour cette succursale. Et le comité, le CSE, avait entrepris de contester la légalité de cet accord en considérant qu'il fallait être plus proche des dispositions du Code du travail, aiguillés par leur expert, qui avait considéré finalement que ce qui était prévu dans l'accord de participation s'éloignait trop des dispositions du Code du travail. Et ça a donné à la Cour de cassation, je ne sais pas si le professeur Tessier, vous avez un avis sur la question, mais de considérer que finalement, la Cour de cassation a fait application des dispositions sur l'illégalité des accords et le délai dans lequel on peut contester la légalité d'un accord collectif, mais en appliquant cette règle à des accords d'épargne salariale et à un accord signé par le comité d'entreprise. Je découvre un peu, j'ai un peu découvert récemment cet arrêt. Je me posais la question de savoir si cette exception d'illégalité ne s'appliquait qu'aux accords collectifs signés avec les organisations syndicales ou
ou si elle a été étendue en fait aux accords d'épargne salariale. J'ai le sentiment que la Cour de cassation a fait une interprétation élargie de l'article L22 62-14. Elle a recherché l'esprit du dispositif de la sauvegarde des accords collectifs, en l'occurrence, nonobstant les parties à l'accord collectif, ou même la nature de l'accord collectif, si on veut raffiner. Et donc là, effectivement, le comité d'entreprise, après avoir signé l'accord, ne pouvait plus demander, opposer l'exception d'illégalité de l'accord qu'il avait lui-même signé. Donc on voit que finalement, les quelques arrêts sur la participation sont plutôt des arrêts qui vont dans le sens d'une sécurisation des mécaniques. Et dans le cadre de contentieux collectifs, exclusivement sur ces derniers exemples, mais rarement sur du contentieux individuel. Oui. La perte de chance n'a pas été... Il n'y a pas de perte de chance en matière d'épargne salariale. On parlait, et je me retourne peut-être vers Julien Kovac, on parlait tout à l'heure vous parliez des projets à venir autour de la participation ou du dividende salarié. C'est vrai que j'ai entendu une interview de Thibault Langsade qui avait donc rendu son rapport en 2019 et qui semble avoir l'oreille du président de la République et qui effectivement parle beaucoup de participation. C'est vrai que l'expression dividende salarié, vous le rappeliez, professeur, est très controversée. L'expression même de dividende salarié est extrêmement discutée puisqu'on dit que les deux termes sont antinomiques. Le dividende était censé récompenser le risque entrepreneurial, tandis que à l'inverse du salaire. Cela étant, au-delà de la controverse que créent les mots, je pense qu'il faut retenir l'idée qui est une idée ancienne aussi, mais qui, à mon sens, est traduite en droit français. L'idée que lorsqu'on récompense les actionnaires, on doit aussi récompenser les salariés. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est d'associer les salariés aux résultats, chose que l'on fait, alors on peut dire plus ou moins bien, avec les dispositifs dont on parle depuis ce matin, mais le droit français n'a pas complètement ignoré cet objectif-là, qui peut certes être amélioré, et il l'est régulièrement, mais voilà. Au demeurant, nous avons un titre du Code du travail qui s'intitule « Le dividende du travail ». Donc, le mot dividende, nous l'avons déjà. On remplace du travail par salarié actuellement. Mais c'est une variation sémantique qui ne change rien à l'esprit avec lequel avait été conçue, bâtie la référence au dividende du travail comme intitulé d'un titre du Code. Et côté entreprise, est-ce que c'est une vraie attente de la part des organisations syndicales ou des salariés d'avoir cette idée de partage, d'un meilleur partage? Vous sentez des attentes? Oui, très clairement, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois des débats assez musclés avec le CSE, qui a tous les chiffres, puisque l'expert faisant son travail donne toutes les informations. Et effectivement, ça peut créer des vraies tensions sur, je le mets entre guillemets, hein, certains se servent très bien au plus étage, et puis pour les salariés, il n'y a rien du tout. Enfin, en termes une entreprise, c'est une communauté de travail, et sans passer par, sans m'appesantir sur l'outil, la qualification qu'on va lui donner, etc. Dans la communauté de travail, il faut quand même éviter les effets de distorsion trop importants, parce que sinon vous désolidarisez l'ensemble, et en termes de motivation, de mobilisation collective, le résultat est totalement contre-productif. Donc effectivement, qu'il y ait cette démarche, quel que soit l'outil qui sera adopté, de dire dès lors que pour X raisons j'augmente les dividendes des actionnaires, il y a une répercussion aussi de manière positive sur les salariés, me paraît être une démarche totalement pertinente. Effectivement, après, à voir quelles voies seront empruntées pour faire ça, mais il y a des vraies attentes du corps social, ça c'est une certitude. Question. On va passer à une étape de questions, si vous avez des questions, sur ces problèmes de participation aux résultats.
François Barré, vous vouliez revenir sur le problème évoqué précédemment? Parce que comme vous n'aviez pas le micro, je ne suis pas convaincu que tout le monde vous ait entendu sur ce qui était de l'arrêt. Oui, alors en fait, chez Walter Kluwer, donc mes maisons d'édition bien connues avec les marques Lamy Liaison, en fait, avec donc aussi, j'insiste sur l'importance, c'est-à-dire que vous citiez, vous avez des ingénieurs, donc là, il y a quand même beaucoup de juristes qui aussi manient de manière assez facile ces techniques complexes. Et du coup, à l'occasion effectivement de cette opération de fusion et aussi d'une modification de règles de gouvernance financière, etc., il y a eu un impact très clair pour les salariés, puisqu'on est passé de 2 à 3 mois de participation à 0. Et depuis, il y en a toujours 0. Enfin, je crois, hein, je suis parti un petit moment, mais... Et du coup, il y a eu un impact extrêmement fort en termes de motivation. Et on a assisté à des départs. J'étais à l'époque directeur des éditions sociales, donc je sais de quoi je parle. Et si vous voulez, il y avait en plus, alors qu'on sait que ce n'est pas une rémunération au sens strict, mais quand vous évoquez est-ce que c'est un instrument d'une politique de rémunération, oui, c'était un instrument de politique de rémunération dans les faits. Un manager, quand il recrutait, je pense, un rédacteur, eh bien, il lui présentait le salaire et la participation à côté. Donc l'impact est indéniable. Et en termes de conditions de travail, en termes de fidélisation, etc., je pense que ça a une importance extrêmement forte. Ça a une démobilisation, une démotivation, lorsque, en plus, c'est versé de manière pérenne et régulière, avec un montant qui n'est pas effectivement certain, mais qui se répercute dans la durée. Et je crois que quand vous avez insisté tout de suite sur les externalisations ou les modifications internes d'organigramme, ou d'organisation dans une société, c'est très important de l'inclure sur les conséquences que cela pourra avoir en termes effectivement de financiers, puisque ça va impacter le travail des collaborateurs et éventuellement le départ des collaborateurs. Je rejoins tout à fait cette intervention. Et même, en tout cas dans mon entreprise, dès qu'il y a un projet, la première question, c'est quid de l'impact sur l'intéressement et la participation. Si le projet ne prévoit pas la diapo qui va bien sur le sujet, ça passe pas. Une question à vous poser concernant justement cet arrêt de la Cour de cassation. Est-ce que donc la validation du commissaire aux comptes, qui apporte un blanc-seing, si je résume, est-ce que est-ce que vous partagez tous ce même sentiment? Est-ce que c'est aussi limpide juridiquement que cela? Il y a déjà une disposition légale qui précise que lorsque les résultats ont été certifiés par les commissaires aux comptes ou par l'inspecteur des impôts, je n'ai pas encore vu d'entreprise ou de demandant à l'inspecteur des impôts de certifier son résultat, peut-être par crainte que l'inspecteur des impôts n'y regarde d'un peu trop près et n'ait une idée différente. En tout cas, le commissaire aux comptes, les dispositions légales prévoient que lorsque le commissaire aux comptes a validé les résultats de l'exercice, ils ne peuvent plus être remis en cause. Donc il faut passer d'abord par une remise en cause il faut attaquer finalement l'attestation du commissaire aux comptes, ce qui en l'occurrence, je comprends, n'avait pas été fait puisque c'était simplement, et la Cour, ceci dit, la Cour d'appel, la Cour d'appel avait donné gain de cause au comité d'entreprise à l'époque en considérant que les attestations établies par les commissaires aux comptes ne sauraient faire obstacle à ce que le juge judiciaire, à l'occasion d'un litige dont il est saisi et qui relève de sa compétence, remette en cause en cas de fraude les comptes certifiés par ce professionnel sur la base des éléments fournis par la société. Donc finalement, le juge considérait que même en cas d'attestation, il lui appartenait de juger de l'existence éventuelle d'une fraude.
Après, on peut avoir un débat sur le fait de savoir si le juge judiciaire est plus compétent que le commissaire aux comptes pour juger de l'existence d'une fraude, mais je te laisserai ce débat. Oui, Guillaume, moi, j'ai eu un exemple récent dans lequel l'inspecteur des impôts était sollicité. C'est la première fois, donc je partage l'expérience. Mais c'était une hypothèse particulière parce que dans l'entreprise, il y avait un conflit entre actionnaires qui aboutissait à ce que les comptes ne pouvaient pas être arrêtés et la participation risquait de ne pas être versée. Or, pour les salariés concernés, c'était un montant important qui correspondait à un 13e mois ou un 14e mois. Et c'était inaudible d'expliquer que l'actionnariat avait décidé de se combattre là-haut dans les sommets et qu'il n'y aurait pas de versement. Et ce qu'on a imaginé, donc, c'était de saisir les impôts. Alors, on a lancé une bouteille à la mer, j'avais jamais fait avant, et les impôts ont répondu rapidement, permettant le versement de la participation aux salariés dans les délais prévus. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais bon, puisque c'est arrivé au moins une fois récemment, je me permets d'informer la collectivité. Merci. Oui. Comment avez-vous géré la mécanique ouverte avec l'administration fiscale ? Puisque c'est vous, je suppose, qui l'avez géré, aux côtés de l'entreprise, bien sûr. Oui, il y avait... en fait, le débat portait sur un montant comptable assez important. On a exposé la situation de manière extrêmement transparente, en ne cachant pas l'existence d'un litige, en indiquant que notre lecture était la suivante, qu'on leur demandait de valider. C'est un courrier assez simple, il n'y a pas eu énormément de débats. Il y aurait pu en avoir, mais ce n'a pas été le cas. Et l'administration a dû se dire que finalement... il n'y avait pas de piège particulier compte tenu de la transparence. Mais après, il pourrait y avoir un débat. Mais c'est vrai qu'on s'était posé la question de savoir est-ce qu'on fait un versement spontanément, une espèce d'avance, en attente de purger le contentieux entre actionnaires. Et on avait trouvé ça très risqué parce qu'on ne voulait pas que l'URSSAF puisse intervenir à un moment de manière défavorable. Donc on avait besoin, on recherchait l'imprimature avant d'avancer. Qu'on a obtenu, mais encore une fois... Vraiment, l'image de la bouteille à la mer était assez adaptée dans ce cas de figure. Et puisqu'on parlait de litige, est-ce que certains d'entre vous ont vu aussi, moi je l'ai constaté en tout cas pendant un certain nombre d'années, des experts de CSE ou de comité d'entreprise à l'époque, avec une partie de la mission sur les comptes annuels spécifique de contrôle du calcul de la réserve spéciale de participation. Est-ce que vous avez également vu ça ? D'accord. Je l'ai vu effectivement notamment dans un laboratoire pharmaceutique avec des questions, et alors c'est Alexandre Daudeville qui aurait pu nous en parler, mais il a été retenu par une négociation difficile, si j'ai bien compris, et une remise en cause ou une tentative de remise en cause, de questionnement, comme par l'expert du CSE, sur les politiques de prix de transfert et les politiques de prise en compte de certains brevets ou autres, avec une tentative de remise en cause du montant de la participation revenant aux salariés. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises dans des lettres de mission de cabinets d'experts dans le cadre de l'expertise annuelle. Oui, au demeurant, la réserve spéciale de participation, c'est un cas particulier de recours à un expert comptable qui est peu utilisé. Tout à fait. En pratique, pour des raisons multiples, mais c'est un cas spécifique que les comités sociaux et économiques, pour l'instant, n'utilisent pas plus que les comités d'entreprise ne l'utilisaient, mais on a là un cas particulier, indépendamment de l'appréciation générale de la situation financière de l'entreprise, qui est le cas bateau. Mais là, on a un cas particulier, peu utilisé, mais dans l'avenir peut-être. Alors sur je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. Il nous reste 8 minutes et 45 secondes. D'accord. Sur les projets, justement, donc l'interview de Thibault Langsade, notamment, qui était interviewé sur France Info il y a quelques jours, parlait effectivement ou indiquait qu'il serait normal que tout versement de dividendes nécessite le versement d'une participation complémentaire. Ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une participation finalement classique, calculée selon une formule, et puis à chaque versement de dividende un peu exceptionnel, l'obligation de faire un supplément, un peu comme la prime de partage, la PPP dont on parlait tout à l'heure. Oui, ça peut être effectivement une façon d'utiliser ce levier.
Si, bon, ça résout pas le débat de la clarté du système, mais ça permettrait de répondre à ce besoin qui est très compréhensible, sans pour autant créer encore une nouvelle norme, une nouvelle règle, un nouvel outil. Ce supplément pourrait répondre à ça, oui, probablement. Effectivement, ça pourrait être une bonne piste. D'autant plus que, si je ne m'abuse, ce sont un peu les mêmes décisionnaires. Donc, le supplément de participation, c'est le conseil d'administration qui le décide. Donc, ouais, quant à l'extension de la participation aux entreprises de plus de 11 salariés, est-ce que ça fait réagir certains d'entre vous ? Demeurant dans les chiffres de la DARES que vous évoquiez tout à l'heure, on voit une présence des mécanismes d'intéressement, de participation dans les entreprises de 11 salariés au-delà. Enfin, ce n'est plus marginal, me semble-t-il, si on regarde les chiffres de la DARES pour 2020. Avec essentiellement sur l'intéressement, oui, plus que sur la participation, et on le comprend facilement, puisque quel est l'intérêt d'aller se mettre dans une formule de calcul extrêmement rigide et peu compréhensible, alors qu'on peut utiliser l'intéressement avec beaucoup plus de souplesse. Donc ça, on peut comprendre que l'intéressement soit plus attractif pour les TPE. Reste-t-il une ou deux questions pendant les 2 minutes qui demeurent? Oui, madame. Avec le micro aussi. Ce sera mieux, oui. Moi, j'ai une question effectivement sur ces mécaniques d'épargne salariale, puisque comme tout le monde le sait, ces mécaniques, enfin, ces sommes sont bloquées pendant une durée assez importante. Qu'on parle aujourd'hui de perte du pouvoir d'achat des salariés. Donc moi, j'avais une question pour vous, messieurs des RH, c'est est-ce que la demande qui est faite ne serait pas plus pertinente en termes de bonus ou en termes d'augmentation salariale? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment des demandes sur la partie épargne salariale qui est finalement une forme de rémunération très indirecte et qui ne vient pas s'ajouter à une ligne du bulletin de salaire qui, comme tout le monde le sait, est quand même le nerf de la guerre quand on cherche un appartement, quand on est un jeune salarié notamment. Est-ce que pour vous, ces mécaniques d'épargne salariale ont une pertinence si importante en matière de motivation et des négociations internes? Alors, je vais paraphraser un délégué syndical que j'avais dans l'industrie précédemment qui disait « on ne va pas chez le boucher avec son intéressement et sa participation ». Donc effectivement, c'est un point. Néanmoins, je crois que, et on en parlait tout à l'heure, il y a eu plusieurs personnes qui en ont parlé, ça fait partie de la politique de rémunération d'une entreprise. Et il est bon de se pencher sur l'ensemble des piliers qu'on peut avoir et qui sont à disposition. Vous parlez de parts variables, il y a d'autres mécanismes. La mutuelle en est un, finalement. Les frais de santé prévoyance, c'est aussi un moyen. Le PERO-PERCO, c'est aussi un autre moyen. On peut agir sur les cotisations, on peut agir sur le montant dévolu à la retraite. Je crois qu'à l'aune de cette période d'inflation où de toutes les façons on ne peut pas répondre à tout et puis faire augmenter les salaires de manière importante, c'est peut-être le moment de se pencher sur sa politique de rémunération globale. Il y a eu un véritable engouement pour les salariés sur cette prime PEPA parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus direct et que finalement aujourd'hui avec la taxation forfait social de toutes les mécaniques de participation intéressement, le blocage pour les salariés, le forfait social pour les entreprises, finalement ça devient de plus en plus indirect comme mode de rémunération. Ce que veulent les salariés, c'est du salaire. C'est pas complètement juste ce que je dis, mais c'est vrai que dans les négociations annuelles obligatoires, c'est souvent ce qui va ressortir dans des environnements où il y a des bas salaires, etc. Et donc le jeu d'équilibre qu'on essaie de trouver, c'est que si on a un budget d'augmentation générale, par exemple, qui est trop court, on compense par une prime exceptionnelle.
Et donc c'est vrai que la prime de partage de la valeur, elle remplit complètement le rôle aujourd'hui. Certes, c'est pas du salaire qu'on va retrouver mensuellement sur son bulletin de salaire, donc effectivement, ça répond pas complètement au cahier des charges. Mais dès lors que vous réussissez à accorder une prime de partage de la valeur qui est quand même suffisamment importante, et on peut aller très loin dans les montants dans le système actuel, ça répond quand même en partie au cahier des charges et ça permet de créer d'apaiser un peu des tensions ou des demandes qui seraient importantes par rapport à ça. Donc c'est pas parfait, mais effectivement, je vous rejoins, il faut essayer de trouver un mix entre le budget d'augmentation générale, de l'augmentation individuelle pour motiver les meilleurs, et si le budget d'augmentation générale est un peu faiblard, de compenser avec cette prime, c'est des jeux de vases communicants. Je pense effectivement, tu as tout à fait raison, et la PPV répond à ça, et répond à ça surtout pour les bas salaires. Je pense que qui sont finalement quand même les plus touchés par l'inflation, hein, puisque l'énergie coûte le même prix pour tous. Donc, pour une politique de rétribution des bas salaires, c'est quelque chose qui est intéressant. Par contre, les montants, j'ai jamais vu de montant qui touche les 3 000 € encore. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi j'ai l'impression que ça tourne plutôt entre 700 et 1 000 € le max. Hein. J'ai vu jusqu'à 1 200 € dans certaines entreprises, mais je crois que c'est le montant le plus élevé que j'ai vu jusqu'à maintenant.